notre invité politique ce matin, c'est Guillaume Lacroix. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président du Parti radical de gauche. Et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour Yann, bonjour Guillaume Lacroix. Bonjour. Guillaume Lacroix, on attend toujours le nom du successeur de Jean Castex qui vit ses dernières heures à Matignon. Il le dit ce matin, sa lettre de démission est prête. Est-ce que pour vous, il faut une femme à Matignon pour remplacer Jean Castex ? Il faut de la compétence. Et je ne doute pas que les femmes aient de la compétence. Donc à partir de là, si... Mais c'est pas un critère, être une femme. Non, je pense qu'en politique, il faut s'éviter toute forme de critérisation, de quota par principe. Moi, je pense que ce qui compte pour le pays, c'est d'avoir une première ministre, un premier ministre au service de la France et qui porte une politique qui soit quand même celle que les Françaises et les Français ont décidé de soutenir, c'est-à-dire une politique à la fois de raison, mais élue, la politique de M. Macron, par des voix de gauche, c'est-à-dire par des femmes et des hommes qui ont décidé qu'ils voulaient faire front républicain, sans lequel, d'ailleurs, le président de la République n'aurait certainement pas été réélu aussi facilement, voire réélu tout court. Donc il faut une première ministre de gauche pour... Non, je crois qu'il faut que la politique qui va être menée entende ce qui a été émis comme vote par les Françaises et les Français. Et donc, une première ministre, un premier ministre qui sera nommé, c'est le jeu des institutions, et qui doit être à l'écoute de ce que la France a dit, pas à l'écoute d'un projet politique qui n'a pas reçu le suffrage de la majorité des Français en tant que tel. Mais il y a le nom de Catherine Vautrin, par exemple, qui circule, qui est une femme de droite, qui était à l'UMP, qui était ministre de Raffarin, de Dominique de Villepin. Ça, ce sera un problème pour vous, ce type de profil ? Écoutez, le président de la République, d'abord, est souverain pour nommer le Premier ministre, donc il va être amené à le faire. Moi, je refuse de rentrer dans le jeu de bonneteau dans lequel on nous invite. Mais c'est pas un problème si c'est quelqu'un qui vient de la droite. Après Édouard Philippe et Jean Castex, pour vous, ça serait pas un problème. Si le président de la République considère qu'il faut qu'il nomme un Premier ministre clairement de droite qui a pris des positions, ou une Première ministre qui a pris des positions comme Madame Vautrin contre le mariage pour tous, qui fait partie de ce qu'on peut appeler la droite réactionnaire. S'il estime que c'est ça le message qu'il veut envoyer à la France, eh bien il y a des élections législatives, les Français lui répondront. Mais je pense qu'il faut savoir dire les choses. Aujourd'hui, le pays est en crise, il est en schisme, il y a des oppositions et des fractures dans le pays extraordinaires. Si c'est ce moment-là, alors même qu'il a été élu grâce à la responsabilité de citoyennes et de citoyens de gauche que le président de la République décide de durcir en mettant quelqu'un qui incarne une droite réactionnaire. Mais pas que, il y a aussi des gens de droite qui ont voté pour lui pour un vote utile et pour faire barrage à Marine Le Pen. 28% au premier tour. Mais au second tour, il y a aussi des gens de droite qui ont fait barrage. Il y avait beaucoup moins de voix de droite qui restaient au deuxième tour, me semble-t-il. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des membres du PRG au gouvernement, dans le futur gouvernement ? Et moi, de la même manière, ça n'a aucun sens, ce type de réflexion. La façon dont fonctionne d'ailleurs le gouvernement par débauchage de tel ou tel venu de telle ou telle famille. Moi, je pense que quand vous voulez faire de la politique, il faut de la clarté, il faut de la sincérité. Quand vous rentrez dans un gouvernement parce qu'on vous a appelé pour vous-même, parce qu'on considère que vous êtes quelqu'un soit de compétence, soit que vous êtes une prise de guerre symbolique, qu'est-ce que vous incarnez à part vous-même ? La question n'est pas de savoir si vous emmenez tel ou tel membre d'une famille politique dans un gouvernement. La question est de savoir quelle politique vous y menez. Arrêtons de prendre les Français pour des imbéciles. La politique n'est pas un cirque, ça n'est pas un spectacle. On en voit le résultat d'ailleurs. À force de prendre les Français pour des imbéciles, regardez la manière dont notre démocratie se radicalise. Qu'est-ce qui vous oppose fondamentalement à Emmanuel Macron aujourd'hui ? Ce qui nous oppose d'abord, c'est la construction sociale, parce qu'il y a dans ce pays une colère sociale légitime. Une colère sociale qui s'exprime depuis des mois et qui a évidemment pris un peu plus d'ampleur pendant la crise du Covid. Parce qu'on a vu celles et ceux qui étaient parmi les plus mal payés, les plus mal considérés. Elle n'est absolument pas entendue. Quelle politique sur les salaires a été réellement menée ? Aucune. Quelle négociation a été rendue obligatoire sur l'augmentation des salaires ? Aucune. Qu'avons-nous fait pour mieux considérer les charges et les conditions de travail ? Rien. Cette colère sociale, elle n'est pas venue simplement par hasard. Elle vient d'une réalité, celle de femmes et d'hommes qui aujourd'hui sont dans des situations professionnelles très compliquées, qui ont beaucoup donné, qui ne sont jamais celles et ceux qu'on reconnaît. Et cette colère sociale, à ne jamais vouloir l'entendre, à toujours la mettre sous l'étouffoir, à toujours considérer que le seul sujet, c'est la croissance, la croissance, la croissance. Eh bien, on finit par oublier que la croissance, ce sont des femmes et des hommes. Et quand ces femmes et ces hommes se rebellent, ils viennent à des votes qui sont des votes de radicalité. Et donc, une de nos principales divergences,
elle est sur la politique sociale ou l'absence de véritable politique sociale. Ça veut dire, alors on a compris que vous êtes contre les débauchages individuels, mais est-ce que vous pourriez travailler à un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron s'il prend en compte cette politique sociale, sachant que sa première loi, il a dit, ce sera une loi de pouvoir d'achat. Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. D'ailleurs, j'ai bien noté que le président de la République avait diligenté des candidats En Marche contre les candidats PRG sortants. Donc je ne pense pas que nous soyons partis pour avoir une discussion d'ordre politique. Je ne pense pas non plus d'ailleurs que c'était son souhait, pas plus que moi je n'ai jamais évoqué cette hypothèse politiquement. Je considère qu'aujourd'hui, l'espace politique dans ce pays qui manque, et ça fait longtemps que je le dis, c'est un espace de centre-gauche à la fois capable d'entendre les colères sociales, à la fois capable de les traduire en réformes positives. Pas simplement une gauche qui crie, qui hurle à la colère sociale, mais une gauche qui transforme la vie. C'est ça qui manque. La gauche qui crie et qui hurle, c'est la gauche de Jean-Luc Mélenchon ? C'est la gauche qui est à son extrême. C'est la gauche des insoumis, c'est-à-dire une gauche qui part du principe que de faire le porte-voix des colères suffit. Non, être le porte-voix des colères est utile, nécessaire pour que ces colères soient entendues. Encore faut-il ensuite transformer ça dans de véritables réformes qui peuvent changer les choses et le faire en équité, pas le faire dans une logique qui serait une logique passéiste d'une gauche qui veut de l'égalitarisme partout. On sait que ça ne marche pas. Et pour vous, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas capable de transformer cette colère sociale en réforme ? Et il y avait une belle occasion là, après cette élection présidentielle, de considérer que Jean-Luc Mélenchon aurait pu, lui qui décide très souvent d'invoquer François Mitterrand, aurait pu considérer qu'il fallait recréer les conditions d'un programme commun. Mais un programme commun, c'est un programme qui allait du Parti communiste au Parti radical, avec un Mitterrand qui s'érigeait au-dessus et en point d'équilibre. Là, c'est l'inverse qui a été fait. Ce qui a été décidé, c'est qu'il fallait que chacune et chacun à gauche aille abjurer 30 ans de vie politique et veuille bien se soumettre à la plateforme programmatique de la partie la plus à gauche du spectre. Eh bien, à partir de là, oui, il y a une occasion manquée pour la gauche d'avoir une unité crédible. Et c'est ce qui amène mon parti à considérer que dans ces considérations, c'est l'indépendance qui prévaut. Est-ce que le problème pour vous, vous connaissez bien Mélenchon depuis pas mal d'années, vous vous êtes vu parler pendant cette période de tractation. Le problème, c'est Mélenchon ? Non, mais moi, je n'individualise pas les questions. Je ne crois pas. Jean-Luc Mélenchon est un homme qui a de vraies qualités, on le sait, une profondeur intellectuelle, qui a une capacité politique que chacun lui reconnaît, et ça n'est pas le sujet. Je crois qu'il y a simplement un moment où, quand vous vous êtes embarqué avec un entourage de gens qui sont de plus en plus ultras, qui sont dans la caricature, enfin pardon, quand on en est à investir des femmes et des hommes qui veulent le permis de voter, qui veulent envoyer la police dans les foyers pour vérifier si les tâches ménagères sont respectées, des femmes et des hommes qui tiennent des propos outranciers, comme c'était le cas de M. Bouaf, enfin, comment voulez-vous ensuite revenir à un point d'équilibre et de centralité ? C'est bien cela qui peine aujourd'hui. Pourquoi cette union de la gauche, elle est factice ? D'abord parce que, pardon, où est la sincérité ? Enfin, autant de grands écarts idéologiques entre ce que certains racontaient il y a 15 jours et ce qu'ils disent aujourd'hui, ça relève plus de la gymnastique que de la politique. Mais par ailleurs, pardon, comment peut-on défendre être dans un projet républicain, laïque, universaliste et se retrouver à co-investir des candidates et des candidats qui combattent cette vision de la République ? Comment faire croire qu'on a été des partis pro-européens et expliquer demain qu'il faut désobéir tout le temps? Enfin, globalement, il y a aujourd'hui un marché de dupes sur ce projet politique. Les Françaises et les Français sont en train de s'en rendre compte. Et par ailleurs, la sincérité manque. On ne peut pas, à ce point, en politique, changer d'avis en 15 jours. Et là, vous parlez des socialistes. Je parle des socialistes. Vous parlez des socialistes, Guillaume Lacroix. Oui, ça veut dire que pour vous, ils ont fait une erreur en signant cet accord? Non, moi je pense que, enfin, oui, par principe, parce qu'un accord, ça n'est pas aller se ranger sous une plateforme de quelqu'un. Un accord, c'est faire en sorte qu'on se retrouve autour d'une table pour partager. Mais on ne pouvait pas le faire avec autant de mois de guerre larvée ou ouverte entre les partis politiques, qui ont d'ailleurs, à gauche, conduit à l'élection d'Emmanuel Macron. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de vouloir un troisième tour. Dont acte. Mais enfin, qui a provoqué le premier et le deuxième tour de cette manière, si ce n'est la division de la gauche qui a été savamment entretenue? Moi, j'ai fait partie de ceux qui, jusqu'au bout, se sont battus pour unir la gauche du gouvernement. On me l'a assez reproché. On a tout tenté pour essayer de faire en sorte que la gauche du gouvernement s'unisse et qu'on trouve une autre solution que de devoir désormais nous ranger le plus à gauche du spectre politique. Oui, par exemple, à la présidentielle, vous avez soutenu Christiane Taubira. Ça a été la première à se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira. Elle ne s'est pas rangée derrière. Elle a dit juste avant le premier tour, elle a dit que dans ce moment, pour faire entendre la voix de la gauche, sa voix irait à Jean-Luc Mélenchon. Mais combien de gens de gauche, y compris modérés, ont donné leur voix à Jean-Luc Mélenchon pour qu'il y ait un porte-voix de la gauche, mais ne sont pas forcément prêts
apporter au pouvoir un projet politique qui est celui des Insoumis. Il y a une différence à faire. Et cette différence-là, c'est celle qui aujourd'hui justifie les fractures qui ont lieu encore en ce moment. Qu'on comprenne bien, est-ce que vous souhaitez aujourd'hui que les Insoumis, que cet accord, que la NUP soit majoritaire et que Jean-Luc Mélenchon arrive à Matignon? Moi, je souhaite que la gauche qui est capable de gouverner arrive à Matignon. Je pense que ça ne peut pas être... Mélenchon, c'est la gauche qui est capable de gouverner. Je pense que ça ne peut pas être sur le projet des Insoumis. Je pense qu'il faut qu'il y ait un projet politique de gauche qui soit un projet politique crédible et qui rassure. Il n'existe pas. Et selon vous, il n'existe pas. Mais d'abord, il n'existe pas parce que vous n'avez pas lu le programme du PRG, parce que vous n'avez pas lu les projets d'un certain nombre de candidats qui viennent notamment du Parti Socialiste. Non, mais on va y venir. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne souhaitez pas que la NUP arrive au pouvoir et gagne ses législatives. Je ne souhaite pas qu'elle arrive sur la plateforme de l'insoumission. Donc sur la plateforme de la NUP. Mais il y a 2 tours à une élection législative. Il y a des candidats au premier tour de la NUP, il y a des candidats de la gauche, qui est une gauche que je considère en crédibilité pour gouverner. Et entre les 2 tours, il sera largement temps de voir si les choses peuvent bouger. Mais il n'est pas question, dès le premier tour, de nous retrouver à devoir soutenir, je le redis, des femmes, des hommes qui sont candidats, c'est leur droit le plus strict, mais enfin qui portent des discours, des projets, des valeurs, qui combattent à la fois la construction européenne, qui combattent la République universaliste et laïque, mais enfin, ça n'est plus la gauche. Vous aviez entamé des discussions avec Jean-Luc Mélenchon ou même pas? Nous avons eu des échanges informels, mais jamais de discussions ouvertes officiellement pour négocier, puisque le projet... Vous ne le souhaitez pas? Non, mais le projet politique était clair, il fallait d'abord aller abjurer 30 ans de vie politique et signer la plateforme des Insoumis. Je dis juste au passage que quand on est prêt à abjurer 30 ans de vie politique et qu'on dit que pendant 30 ans on s'est trompé, je me demande si c'est bien utile qu'on continue de se présenter aux élections. On va parler justement du centre-gauche, puisque vous dites qu'il y a un centre-gauche qui est à reconstruire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez avec des gens comme François Hollande, comme Bernard Cazeneuve, qui sont des socialistes qui refusent cet accord? Alors, j'ai parlé avec Bernard Cazeneuve, effectivement, qui a quitté le Parti socialiste, qui est un acte politique quand même. Il a été Premier ministre de ce pays, il était socialiste, il ne l'est plus, il souhaite s'engager dans une recomposition de la gauche. Il fut radical? Il fut... Il y a très longtemps, radical de gauche, mais donc nous discutons évidemment d'une recomposition de la gauche. J'ai des échanges, et c'est public, avec Carole Delga aussi, à la fois pour des raisons d'Occitanie, mais aussi parce qu'elle est elle aussi mobilisée, motivée pour que les choses évoluent. J'ai discuté avec un certain nombre de responsables socialistes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est au moment d'une recomposition politique, qu'on le veuille ou non. Que cette recomposition politique, elle nous amène quand même à nous interroger sur la façon dont, après la législative, nous allons pouvoir faire évoluer ou pas la gauche et l'offre de gauche de gouvernement. Parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui veulent être les gardiens d'un musée. Hein. Je ne suis pas dans la nostalgie d'une gauche d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. C'est pas mon sujet. J'ai 46 ans, j'ai des enfants de 13 ans, j'ai jamais été ministre. Enfin, mon sujet à moi, c'est pas d'être le gardien d'un temple. C'est de dire, bien sûr qu'il y a besoin d'une gauche qui se réinvente. Mais elle ne peut pas se réinventer en combattant ses fondamentaux. Elle ne peut se réinventer qu'en adaptant ses fondamentaux au quotidien du XXIe siècle. Donc est-ce que ça veut dire que vous souhaitez clairement reconstruire un centre-gauche avec le PRG et les dissidents, entre guillemets, du PS, Bernard Cazeneuve et Carole Delga? Avec des femmes et des hommes venus du PS s'ils le souhaitent, avec des femmes et des hommes venus de l'aile gauche de la Macronie aussi, et qui quittent en ce moment la majorité présidentielle, et j'en suis le témoin, puisque j'en investis pour les élections législatives, qui souhaitent être en indépendance et en autonomie. Il y a des gens qui viennent de la République en marche. J'en ai investi 2 déjà. Oui. Et moi, je considère, et qui sont dans une logique claire d'indépendance, qui ne sont pas là pour venir élargir la majorité du président de la République. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus rien s'interdire à partir du moment où c'est sur la base d'un projet cohérent. Bon, mais clairement, vous souhaitez reconstruire un nouveau parti avec le Parti radical de gauche et cette aile du PS qui ne reconnaît ni chez Emmanuel Macron ni chez Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? Avec toutes celles et tous ceux venus, mais y compris une partie d'Europe Écologie Les Verts qui ne se reconnaît pas dans la négation des valeurs européennes, une partie de la gauche républicaine et laïque, parce que sur la laïcité, on a un certain nombre de points de convergence. Moi, je ne suis pas dans l'enfermement, je ne suis pas là pour créer une chapelle de recyclage, je suis là pour considérer qu'aujourd'hui, la mission qui est celle de ma famille politique, historiquement, c'est de défendre la République, la construction européenne, et d'avoir toujours été au centre qui permettait les majorités de gauche. Le Front populaire, quand j'entends aujourd'hui tout le monde en parler en disant on va refaire le Front populaire, mais le Front populaire, c'est d'abord et majoritairement des députés radicaux, c'est d'abord des députés centristes. Et donc, bien sûr que ce pays peut être gouverné à gauche, mais il n'est pas gouverné
par sa gauche. Il est gouverné avec un accord entre la gauche la plus radicale et le centre. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, Bernard Cazeneuve et Carole Delga, quand vous leur parlez de ça? Est-ce qu'ils sont prêts à reconstruire ce centre? Moi, je ne suis pas le porte-voix ni de l'un ni de l'autre. J'ai entendu Bernard Cazeneuve dire, pardon, s'il a quitté le Parti socialiste, je crois que c'est pas simplement par un mouvement de colère, c'est pas son genre par ailleurs, donc c'est plutôt par un mouvement de réflexion profond, et je sais qu'il y travaille. Carole Delga a pris des positions qu'elle a rendues publiques ces dernières heures. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre effectivement de responsables politiques qui sont en train de mûrir la manière dont nous allons pouvoir converger les uns avec les autres pour créer effectivement une offre politique nouvelle. Et vous irez soutenir les candidats socialistes dissidents, puisqu'il y en a. Une partie d'entre eux demandent effectivement le soutien du PRG. Nous essayons de nous coordonner, il n'y a aucun problème, effectivement. Ouais. Ils l'auront? Bien sûr. Combien vous avez investi de candidats, vous? Hier soir, nous avons investi 80 candidats PRG, donc sur l'ensemble du territoire national, évidemment. Viendront s'ajouter un certain nombre de gens que nous allons soutenir, qui ne sont pas PRG, mais que nous allons soutenir. Donc, c'est socialistes dissidents. Je pense, les socialistes dissidents, pas seulement. Il y a aussi des femmes et des hommes divers gauche qui n'étaient pas au Parti socialiste, mais qui estiment que c'est pour eux, parce qu'ils ont un enracinement local, le moment de se présenter. Nous avons apporté un soutien officiel à Lamia El Haraj dans la circonscription, la 15e circonscription de Paris. Bon, bref. On sera sur quoi? 120, 150? Écoutez, on verra à la semaine des signatures, enfin la semaine des candidatures et cette semaine. Donc, on va. Mais votre objectif être fixé. Moi, je pense que ça va être aux alentours de 150 au total, oui. Et avec un objectif de combien de députés? Vous pensez pouvoir former un groupe indépendant? Oui, c'est effectivement ce qui est en jeu et qui aura d'ailleurs comme pertinence de donner corps à cette recomposition politique. Est-ce que le parti radical de gauche a encore un avenir? Ou est-ce que vous dites aujourd'hui les partis n'ont plus d'avenir? Je pense que nos vieux partis ont vécu. Je l'assume totalement. On voit bien d'ailleurs, cette élection présidentielle, elle a bien montré que ce soit d'ailleurs les LR, alors qu'on changeait de nom 14 fois, mais enfin c'est cette vieille droite française. De l'autre côté, les partis de gauche, on voit bien que les radicaux sont le plus vieux parti de France. Oui, alors c'est peut-être notre. C'est courageux de votre part de dire qu'ils ont vécu. Notre spécificité, oui, mais parce que en politique on ne meurt jamais, mais enfin on peut vieillir lentement. Je crois qu'il y a aujourd'hui un besoin, effectivement, d'une nouvelle façon de faire de la politique. Mais pourtant, je veux quand même dire deux choses. Je crois que les partis politiques ont un rôle essentiel, à la fois pour former les militants, parce que on voit bien que quand on crée que des mouvements dits populaires, on a aussi la difficulté de se retrouver ensuite avec des femmes, des hommes qui ne sont pas forcément préparés, pas forcément aguerris à affronter le débat politique, qui n'est quand même pas la moindre des affaires. Et qu'il ne faut pas, parce qu'on veut réformer les partis, leur enlever la quintessence de leur origine, c'est-à-dire quand même la formation de femmes et d'hommes prêts à gouverner, ou en tout cas à s'engager. Guillaume Lacroix, l'actualité aujourd'hui, c'est à Grenoble. Il y a un conseil municipal à Grenoble aujourd'hui. Éric Piolle, le maire écologiste de la ville, souhaite autoriser le burkini dans les piscines. Il considère que c'est un progrès social. Qu'en pensez-vous ? Si j'avais la moindre accord sur le progrès social avec Éric Piolle, ça se saurait. Non, mais Éric Piolle est malhonnête intellectuellement dans cette affaire et il le sait. On ne fait pas la police des vêtements dans ce pays, c'est une évidence, mais on ne promeut pas non plus tout ce qui peut être promu en matière de prosélytisme religieux. Et on voit bien qu'en l'occurrence, on est typiquement dans ce type d'affaires de pure provocation, communication voulue par un certain nombre de tenants d'une religion qui, en l'occurrence, est l'islam, mais tenants évidemment extrémistes, qui souhaitent chaque fois buzzer sur on nous empêche, on restreint nos libertés. Moi, je n'ai qu'un message. Dans ce pays, rien n'est demandé de plus aux musulmans, mais rien n'est demandé de moins. Ce pays est une république laïque, ce pays est une république universaliste. Chacun s'y habille évidemment comme il veut, dans la rue, ailleurs, dans les piscines. Il y a quand même quelques enjeux de santé publique qui doivent rentrer en compte, mais globalement, on ne va pas se faire la courte échelle permanente sur toutes les provocations qui viennent de quelques tenants extrémistes. Vous pensez que c'est une provocation? Éric Piolle promeut par ailleurs le sein nu à la piscine. Oui, mais ça c'est l'hypocrisie du truc. C'est je vous explique que je suis pour le burkini, donc je suis pour les seins nus. Parce qu'il a bien compris que l'écueil, quand il disait je ne suis que pour le burkini, c'est celles et ceux qui disaient moi je suis naturiste et donc je vois pas pourquoi j'irais pas me baigner tout nu. Effectivement. Mais c'est un peu facile parce qu'il sait bien que le sujet est bien au-delà de ça. Et d'ailleurs, si ça n'était pas le cas, il aurait une magnifique unanimité dans son conseil municipal à Grenoble. Tout le monde dirait ouais, il n'y a pas de problème. Or, qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui à Grenoble?
toute une part de sa majorité a fait savoir que jamais elle n'accepterait de modifier le règlement des piscines. Donc, il peut essayer de faire croire à qui il veut qu'il n'y a pas de problème, mais il y a effectivement... C'est clairement une atteinte à la laïcité pour vous. C'est une atteinte à la conception même de la République universaliste. Et derrière cela, c'est aussi, qu'on le veuille ou non, un sujet de la façon dont les religions sont toujours en train de traiter les femmes d'une manière très particulière. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'on n'aide pas les femmes en refusant le burkini, mais pardon, je considère qu'on n'aide pas les femmes en leur imposant le burkini non plus. Rappelons que vous êtes élu de cette région, Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'Ain, plus précisément. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, menace d'arrêter toute subvention à la ville de Grenoble si cet arrêté municipal passait. Vous serez derrière Wauquiez à ce moment-là ? Je suis rarement derrière Wauquiez. Et vous êtes rarement derrière Piolle aussi. C'est-à-dire que moi, de provocateur à provocateur, j'ai du mal à m'y retrouver. C'est comme un peu cette conception maintenant de la démocratie qui voudrait qu'il y ait deux blocs de radicalité. Et puis un immense bloc de la raison, une espèce de trou noir, comme on vient d'en observer un dans l'espace, dans lequel se noieraient tous les gens de bonne composition. Mais qu'est-ce que c'est que cette farce ? Enfin, est-ce qu'on est chaque fois obligé, dans le débat public, démocratique, de tomber dans toutes les provocations ? Alors, je n'accepte pas les provocations d'Éric Piolle, je n'accepte pas plus les provocations de Laurent Wauquiez, je me bats pour une République respectueuse de toutes et de tous, mais qui évite de tomber chaque fois qu'elle le peut dans à peu près tous les sujets qu'on nous impose malgré nous. C'est un mauvais levier, les subventions ? C'est un mauvais levier ? Et là, moi, je crois que... Non, mais c'est pas le sujet d'être un mauvais levier. Le sujet, c'est de savoir comment vous l'utilisez. À la piscine, à Grenoble, il n'y a pas que des gens en burkini, et j'espère qu'il n'y en aura d'ailleurs pas. Mais si vous coupez les subventions, vous ne les coupez pas qu'à celles et ceux qui portent le burkini. C'est donc une provocation. Politique ? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Guillaume Lacroix d'avoir été notre invité ce matin, président du Parti radical de gauche. Et merci Fabrice Vessert-Redon.